La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Pour cette nouvelle année judiciaire, le foncier sera en ligne de mire du règlement des litiges. C'est le thème d'ailleurs retenu pour la rentrée judiciaire 2019-2020, présidée ce jour par le Premier ministre au nom du chef de l'État. Et puis la loi de finances exercice 2020 a été votée hier par les députés à l'Assemblée nationale. Elle s'établit en recettes et en charges à 1466,2 milliards de francs CFA. Les détails dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Pour les 12 mois à venir, la Cour suprême va nécessairement plancher sur la thématique du foncier. Une préoccupation de l'heure, si l'on sait que plus de 70% des dossiers devant les tribunaux concernent les litiges fonciers. Le gouvernement soutient la démarche et le chef du gouvernement, commissaire Lom Klassou, l'a réitéré au corps judiciaire dans son adresse au nom du chef de l'État à la rentrée judiciaire ce matin. Le compte rendu avec Edem sur ce point. La gestion des problèmes fonciers par la Cour suprême. La thématique sera au centre des préoccupations dès aujourd'hui et cependant une année. L'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2019-2020 l'a approuvée. Les magistrats œuvrent pour apporter leur contribution à la concorde nationale. C'est pourquoi ils ont décidé de s'attaquer à l'épineux problème foncier qui met en mal la cohésion sociale. Et c'est à juste titre qu'ils reçoivent la bénédiction des plus hautes autorités du pays. Le chef du gouvernement, commissaire Lom Klassou, leur a délivré le message du président de la République, Faure Sozimna Nyasingbe. Le pari aura réellement été gagné si les mois à venir voient les inextricables implications et complications procédurales simplifiées et les inquiétudes des justiciables sur la question foncière apaisée. Car, à mon sens, et je sais que vous en convenez avec moi, les juridictions de notre pays doivent poursuivre leur transformation graduelle pour rassurer l'usager en lui apportant des réponses adaptées, cohérentes et fondées pour sceller progressivement un pacte de confiance entre le justiciable et l'institution judiciaire. Sur la question du foncier, cruciale et combien importante pour nos concitoyens, le gouvernement a pris l'initiative de susciter à divers niveaux un processus inclusif de réflexion éclairé par d'éminents spécialistes. Ces échanges ont conduit à l'organisation de plusieurs ateliers, dont le Forum national du foncier au Togo, qui s'est tenu ici même dans cette salle, en avril 2017, à Lomé, pour obtenir un consensus social dans ce secteur. Guidés par les préoccupations formulées et les difficultés exprimées, nous avons entrepris plusieurs réformes dans la pratique administrative des procédures de transfert de propriété, désormais totalement dématérialisées. Les délais de mutation et autres opérations ont été sensiblement réduits et les coûts revus à la baisse. Cette démarche a été confortée par l'Assemblée nationale qui a voté en juin 2018 un nouveau code foncier et domanial consacrant les évolutions souhaitées en vue de renforcer la garantie du droit de propriété ainsi que son usage. Une justice juste, équitable et de proximité.
C'est le vœu émis par le Premier ministre afin de traduire dans les faits les efforts de modernisation de ce secteur. En effet, si les magistrats chargés de dire le droit et de veiller à la bonne application des textes ne s'inscrivent pas résolument dans l'optique d'une justice au service du justiciable, en vain la loi évolue-t-elle. En réalisant la parfaite articulation entre les fondements de l'institution judiciaire, l'organisation de ses missions et la réalité sociale, vous serez en définitive, auprès de nos concitoyens, les meilleurs messagers de notre volonté commune de promouvoir et de consolider la démocratie, l'état de droit et la cohésion sociale dans notre pays. Pour cela, je voudrais instamment vous convier à donner véritablement corps à la réforme de la justice togolaise. Beaucoup a été fait, notamment en termes de modernisation du cadre de travail, de revalorisation du traitement des magistrats et d'introduction d'innovations technologiques. La véritable réforme réside dans le changement profond des comportements et des attitudes qui créent la défiance. Le bandeau à l'œil et la balance à la main, la justice doit rester proche du justiciable et le rassurer d'une application rigoureuse et stricte de la loi. Vous devez, mesdames, messieurs les magistrats et membres de la famille judiciaire, viser l'élévation et la distance nécessaires à l'impartialité, tout en restant capable d'empathie et de proximité, car en définitive, la justice est rendue par les hommes, pour les hommes. Votre droiture et votre exemplarité apporteront à la réforme de la justice au Togo le sceau de la justification et de la validation des initiatives entreprises et des efforts consentis à ce jour par le gouvernement. Vous n'ignorez pas l'importance que revêt le foncier pour nos concitoyens. Dans les rapports entre particuliers, les acquéreurs de bonne foi sont souvent victimes de la prolifération de pratiques frauduleuses, dont les plus connues sont désignées sous les vocables de double vente, triple vente, vente multiple et j'en passe. Ils n'ont alors pour seul recours que la justice, et ils attendent légitimement que les cours des tribunaux puissent les rétablir dans leurs droits en soumettant également les contrevenants aux sanctions prévues. C'est pourquoi je voudrais voir dans le choix du thème de cette audience solennelle votre engagement à faire un état des lieux sans complaisance de la question foncière devant la Cour suprême, mais aussi devant les juridictions du fond, afin d'enrichir l'accomplissement de vos missions du fruit des réflexions que vous aurez ici. La séparation des pouvoirs et la nécessaire indépendance de la justice n'excluent pas une articulation harmonieuse entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Au contraire, la complémentarité de nos actions est la condition de notre efficacité commune. C'est la raison pour laquelle je souhaite, Monsieur le Président de la Cour suprême, réitérer à ce stade mon plaidoyer pour que votre institution, dans toutes ses composantes, se saisisse sans délai des orientations imprimées par le gouvernement et des réformes opérées par le Parlement pour rendre à nos concitoyens une justice efficace, efficiente et au service du peuple. Je vois dans cette perspective l'un des apports les plus appréciables de l'institution judiciaire
à la promotion de l'investissement au Togo dans la mise en œuvre de notre plan national de développement. Il est rappelé à la Cour suprême, pilier de l'appareil judiciaire, d'identifier tous les dysfonctionnements et les obstacles à la bonne application du droit. Le gouvernement, à travers la Cour suprême, se lance ainsi un défi, celui d'établir progressivement une meilleure sécurité dans la tenure foncière et surtout instaurer une quiétude dans les transactions portant sur l'immobilier au Togo. Rentrée solennelle donc de la Cour suprême ce jeudi, moment important, voire capital pour les acteurs judiciaires. C'est en quelque sorte la nouvelle année pour la haute juridiction et elle est placée sous le thème « La gestion des problèmes fonciers par la Cour suprême ». Nous retrouvons Edem Sissoko. Pour ces magistrats, c'est une démarche qui imprime à cette cérémonie une poussée inéluctable. L'instant est solennel. La Cour suprême du Togo effectue ainsi sa rentrée judiciaire 2019-2020. Pour la sécurité foncière au Togo, elle s'engage dès cette rentrée devant le Premier ministre Komisselom Klassou, représentant personnel du chef de l'État Fort et Sozimna Singbe et devant toute la famille judiciaire. Le problème foncier au Togo est profond. Ici, il est qualifié de saignant. Le contentieux foncier représente plus de 70% des cas de saisine de la Cour suprême. Et donc, pour les 12 prochains mois, Akakbovi Gamato et ses collaborateurs ont décidé d'y consacrer toute leur énergie. Le conflit foncier a plusieurs visages. On enregistre devant les tribunaux des problèmes de vente multiples, de lotissement clandestin, de ventes anarchiques, d'occupations frauduleuses et plus graves, des titres fonciers frauduleux, des parcelles ayant plusieurs titres fonciers, bref, tout un chapelet de difficultés que les juges tentent tant bien que mal de résoudre. La refonte des tests opérée à travers la loi portant un nouveau code foncier et domanial était devenue donc nécessaire. De même, la revue des règles de tenure foncière et l'approche des cours et tribunaux face aux contentieux, ainsi que l'invitation à plus de rigueur dans la création des titres fonciers au niveau du cadastre sont également nécessaires. L'initiative prise par la chancellerie de l'élaboration et de l'adoption d'un guide de règlement juridictionnel du contentieux foncier appelé Vademekoum à l'intention des magistrats est également à saluer. À en croire le barreau, le mal trouve sa racine au sein du corps judiciaire. Occasion pour le bâtonnier de l'ordre des avocats du Togo d'appeler tous ceux qui interviennent dans la chaîne judiciaire à plus de professionnalisme et d'honnêteté. C'est un fléau qui, selon lui, tue la croissance économique. Le cœur de ce problème, nous n'allons pas nous mentir. C'est nous-mêmes. Oui, le nœud du problème, c'est nous-mêmes. Justiciables, nous sommes souvent à l'origine du problème par la confection de faux documents de propriété, par des doubles ventes ou multiples ventes, par nos largesses. Nos terres, nous y sommes aussi pour beaucoup en délivrant des mandats irréguliers, des contrats de vente de complaisance. Administrateurs fonciers, nous sommes tous aussi coupables en passant des dossiers d'immatriculation en procédure spéciale, en violation des indications foncières, en créant parfois 2 titres fonciers sur un même terrain. On nous reproche aussi la mise sous le coude ou la disparition des dossiers d'immatriculation. Avocats, nous portons notre part de responsabilité, souvent par des recours sans objet ou en allant voir qui vous savez. Enfin, juges, 2 critiques récurrentes sont portées. Les lenteurs dans le traitement judiciaire des dossiers et une trop grande proximité avec le justiciable.
La thématique du foncier est hypersensible. Selon la Cour suprême, elle compte dire le droit pour une justice équitable au Togo. Force doit revenir à la loi et il est précisé que l'inexécution des décisions de justice est punissable. L'entrave au bon fonctionnement de la justice est une infraction prévue et punie par le nouveau code pénal. Et il incombe à tous les acteurs de bonne volonté de la chaîne judiciaire de mettre en œuvre les dispositions pénales sur ce point. Au nom de tous mes collègues et à mon nom personnel, je vous exprime toute notre reconnaissance pour la disponibilité du chef de l'État à prêter une écoute attentive aux demandes de la haute juridiction. L'actualité est quotidiennement traversée par des bruits et des rumeurs autour des juges et de la justice. Dans ce tableau, parfois peu reluisant, que l'on dresse de la justice de notre pays, il faut tout de même reconnaître que le juge est en charge de valeurs essentielles telles que la loi le recommande. L'une de ces valeurs, l'indépendance, est en réalité une lourde responsabilité du juge qui passe par la culture des valeurs d'intégrité, de probité morale, de conscience professionnelle pour que ce qui est juste soit simplement proclamé juste, quelles que soient les pressions éventuelles. La rentrée solennelle de la Cour suprême, c'est aussi l'occasion de faire le bilan des activités juridictionnelles et extra-juridictionnelles de l'institution durant l'année écoulée. Au chapitre des activités judiciaires, la Cour a enregistré courant l'année 2018-2019 525 saisines, 365 pourvois au niveau de la Chambre judiciaire pour 238 arrêts rendus avec un taux estimé à 105,21%. 160 recours enregistrés par la Chambre administrative pour 130 arrêts avec un taux de 82%. C'est à la plus haute juridiction que revient de trancher en dernier ressort les litiges liés au foncier. Et en matière de conflit foncier, le phénomène est complexe, mais la Cour suprême use du droit et de la morale pour régler les contentieux. Edem Soussoukpo nous en parle. La bonne gestion des problèmes fonciers repose sur un cadre juridique adéquat. On peut citer principalement la loi portant code foncier et domanial, un texte moderne et propice à la gestion des conflits fonciers. Le pouvoir judiciaire a entre ses mains l'élément légal et novateur pour assurer la gestion efficace des litiges en la matière. Le contentieux foncier se présente sous deux formes. Mais alors, comment la Cour intervient-elle dans la recherche des solutions? D'une part, le contentieux foncier coutumier ou traditionnel et d'autre part, le contentieux immobilier relevant du droit moderne régi par le décret de 1906. S'agissant des problèmes émanant des successions, les litiges proviennent en matière du règlement des successions avec la question de savoir si la femme peut accéder à la terre et en transmettre à leurs descendants. Pour la Cour, lorsque les règles coutumières sont clairement évoquées et qu'elles ne sont pas contraires à la loi, le juge statue conformément à la coutume. Mais chaque fois que les règles coutumières sont contraires à la loi, elles doivent être écartées au profit de ces dernières. Le second ordre de problème est la donation des terres à une personne étrangère à la collectivité. Qui peut donner et qu'est-ce qui peut être donné? Pour la Cour, lorsqu'une question porte sur la donation à titre définitif et que cette donation est remise en cause, seuls les héritiers directs du propriétaire originel de même rang que le gérant donateur peuvent remettre en cause cette donation. Et lorsqu'une donation est qualifiée de prêt à usage, donation à titre précaire ou de bail, il appartient à ceux-ci, notamment lorsqu'il s'agit de descendants du propriétaire originel, de prouver que la cession faite par le gérant donateur l'a été à titre précaire ou temporaire. En cas de double vente ou de vente multiple d'une parcelle de terrain, si la justice détermine le premier acquéreur régulier, elle confirme son droit de propriété sur la dite parcelle et condamne le vendeur indélicat au remboursement. Il est clair que ce n'est pas parce que le premier acquéreur justifierait d'un simple reçu de vente alors que le second acquéreur exhiberait un contrat de vente notarié authentique qui sera reconnu comme propriétaire au détriment du premier.
Au Togo, à côté du domaine public et privé, il y a une bonne partie des terres qui appartient aux individus et aux collectivités privées. L'État, dans la réalisation des missions de service public, peut occuper un terrain appartenant à une personne ou à une collectivité. L'expropriation pour cause d'utilité publique se passe parfois avec quelques difficultés. Parlons maintenant des litiges provenant de l'expropriation pour cause d'utilité publique. De temps à autre, des litiges surviennent au sujet de ces terres. Malgré les remous sociaux que cela recèle parfois, les juges ont toujours su garder la tête froide pour trancher ces différents litiges. Ainsi, quelles sont les grandes tendances des décisions de la Cour suprême en matière foncière? La réforme du foncier vient faciliter l'accès à la propriété, une priorité pour pérenniser la cohésion sociale et encourager l'investissement privé. Le budget de l'État exercice 2020 au Togo a été voté hier mercredi au Parlement à l'unanimité des députés présents. Il s'établit en recettes et en charges à 1466,2 milliards de francs CFA. Et c'était au cours de la 12e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année 2019. Augustin Kossi pour des précisions. Main levée, signe de l'adoption de la loi de finances gestion 2020 par la représentation nationale. À l'unanimité des députés présents, la 6e législature vote le budget de l'État exercice 2020. Avec une hausse de 2,5%, il s'établit en recettes et en charges à 1466,2 milliards de francs CFA contre 1430,1 milliards prévus dans la seconde loi de finances rectificative gestion 2019. De nouvelles mesures y sont introduites. Le renouvellement du parc automobile pour les transports des personnes et des biens, des avantages douaniers et fiscaux, l'amélioration de la mobilisation des ressources internes et une meilleure allocation des ressources publiques reste le fil conducteur de ces prévisions budgétaires. Les ressources sont orientées vers les investissements dans les secteurs porteurs prioritaires du PND, Plan national de développement. La loi de finances 2020 présente des innovations avantageuses suivantes pour les consommateurs et les entreprises. L'allègement des charges fiscales au profit des PME-PMI. Il est prévu un abattement sur la valeur en douane des véhicules électriques et ou hybrides à l'état neuf à 100%. Et pour les autres véhicules à l'état neuf à 90%. Il est prévu aussi le renforcement des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Dans un environnement sécuritaire marqué par la montée du terrorisme dans la sous-région, notre pays se prépare à y faire face. Et le budget a pris en compte ce défi et cette préoccupation qui est d'ordre sous-régional. Le gouvernement reste convaincu que la réussite du Plan national de développement 2018-2022 requiert la stabilité du cadre macroéconomique, la mise en œuvre de politiques macroéconomiques pertinentes et des réformes structurelles ainsi que la poursuite de l'assainissement des finances publiques. Les efforts du gouvernement en la matière au cours des dernières années, appuyés par les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et le Fonds monétaire international, ainsi que l'Union européenne, ont permis la consolidation de la croissance économique qui ressortira à 5,3% en 2019 et est projetée à 5,5% en 2020. Cette loi de finances gestion 2020 s'appuie sur les orientations de la politique économique et sociale du gouvernement. Elle prend en compte également le cadre macro-budgétaire en lien avec le PND. Le gouvernement opte pour une stratégie d'endettement prudente au niveau des financements extérieurs. Les projections du PIB connaissent une hausse de 0,2 et tablent sur une croissance de 5,5%. Le budget 2020 intègre l'exécution des projets prévus dans le Plan national de développement PND 2018-2022.
qui vise à transformer structurellement l'économie togolaise pour une croissance forte, durable, inclusive, créatrice d'emplois décents pour le bien-être de tous. En particulier, le budget 2020 prend en compte les grandes orientations suivantes. Le financement de l'investissement à hauteur de 23% des ressources budgétaires. La prise en compte de la dimension sociale de la politique du gouvernement tirée de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé. À ce titre, 46,8% des ressources budgétaires pour 2020 sont affectées aux secteurs sociaux, à savoir la santé, l'éducation, l'agriculture, l'électrification rurale, l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs ainsi que des retraités par la revalorisation de la valeur indiciaire. Cela a été pris en compte dans ce budget 2020. La résorption du chômage par la poursuite du recrutement des agents de l'État dans plusieurs secteurs, notamment de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et des finances. De la revalorisation de la grille indiciaire au recrutement des agents de l'État, en passant par la poursuite des réformes, les députés y trouvent un intérêt pour le peuple. Cet exercice, le premier du genre de la 6e législature, réjouit la détentrice du maillet du perchoir, Tchegan Yawadigbodi. La plénière de ce jour revêt un caractère particulier qu'il convient de souligner. Elle illustre parfaitement l'engagement de la représentation nationale à soutenir l'élan de progrès et de prospérité de notre pays. C'est donc un réel sentiment de satisfaction et de gratitude qui nous anime. Ce budget vise le renforcement des conditions d'une croissance forte, durable et créatrice d'emplois, comme imprimé dans la vision du Plan national de développement 2018-2022. Au terme de la stratégie de mobilisation des ressources internes, il est à noter qu'un effort supplémentaire est demandé aux régies financières, à l'occurrence l'OTR et le Trésor. Elle se traduit par une projection en augmentation des recettes budgétaires, soit une hausse de 2,5% par rapport à l'année précédente. Le taux d'endettement, qui a connu une tendance haussière ces dernières années, en raison notamment des investissements massifs sur ressources d'emprunt dans les infrastructures, passe sous la barre des 70% prescrits par l'UEMOA. Avec la normalisation de ces derniers indicateurs, le Togo figure parmi les rares pays de l'UEMOA qui respectent l'ensemble des critères du pacte de convergence. Au titre des dépenses, notamment à caractère social, l'évaluation donne un cumul de 46,75% du montant total global des dépenses budgétaires. En effet, 36% du budget est alloué au système éducatif, à la santé et au secteur de l'eau. De plus, 3% du budget est alloué au ministère du Développement à la base, essentiellement destiné aux actions pertinentes pour les jeunes, les femmes, les enfants et les couches les plus pauvres, notamment pour des activités génératrices de revenus, des cantines scolaires, des transferts monétaires, l'emploi et l'employabilité des jeunes. En outre, une proportion considérable du budget, soit 3,49%, est aussi destinée au programme d'urgence du développement communautaire PUDC et le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour saluer la détermination du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, à poursuivre, malgré le contexte économique difficile, la mise en œuvre des programmes sociaux visant l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos concitoyens. C'est donc une séance ultime de la session budgétaire 2019. Les élus du peuple n'auront pas du tout repos avant la clôture de cette session. D'autres textes de loi attendent encore.
Et au cours de cette deuxième séance plénière, les députés ont également adopté à l'unanimité la seconde loi de finances rectificative gestion 2020. Équilibrée en recettes et en dépenses, cette seconde loi de finances rectificative connaît une hausse de 3,5%. Les détails avec Augustin Kossi. C'est un acte législatif qui boucle le budget de l'État exercice 2019. Le vote à l'unanimité par les députés de la seconde loi de finances rectificative gestion 2019. Elle s'équilibre en recettes et en dépenses à 1430,1 milliards de francs CFA contre 1381,9 milliards de francs CFA dans le collectif initial, soit une hausse de 3,5%. Ce texte tient compte des ressources de trésorerie dues notamment à la privatisation de la société Togocom. Et ce qui guide l'État, selon le commissaire du gouvernement, c'est le souci de transparence et de sincérité budgétaire. La seconde loi de finances rectificative 2019 constate simplement l'encaissement des ressources d'environ 48,3 milliards de francs CFA à l'issue de la cession de 51% des actions détenues par l'État dans le groupe Togocom. Le Togo a opté pour des réformes profondes dans le secteur des télécommunications, aboutissant à la mise en place du groupe Togocom en vue du développement des activités de ce groupe. La privatisation avait pour objectif, entre autres, de veiller à poursuivre le développement de Togocom, acteur essentiel du secteur des télécommunications togolais. Assurer à ce groupe la maîtrise des évolutions technologiques en cours et à l'avenir. Permettre à Togocom de disposer à l'avenir des ressources financières indispensables aux besoins du secteur. Cette première étape de l'acquisition de 51% des actions par une société étrangère sera suivie dans quelques années d'une vente des parts sociales aux petits porteurs nationaux et au personnel de Togocom. L'offre présentée inclut un plan stratégique mobilisant un investissement de plus de 160 milliards de francs CFA sur 7 ans. Il permet ainsi de soutenir le plan national de développement et le plan d'aménagement du territoire en déployant un réseau mobile et fixe, dense et efficace. Il permet aussi à Togocom de répondre aux enjeux numériques et de développer l'Internet mobile, d'améliorer la couverture du territoire, d'augmenter les taux d'équipement en smartphone et de redéfinir tous les plans tarifaires pour une meilleure satisfaction de la clientèle. L'inclusion financière est également au cœur de la proposition avec la restructuration du réseau de distribution Mobile Money, le développement de l'écosystème de partenariat T-Money et l'introduction de nouveaux services. Cette modification intervient juste un mois après l'adoption du premier texte rectificatif. Il a pris en compte des innovations en matière de fiscalité pour tenir le cap des réformes. Chacun des 3 groupes parlementaires trouve en cette loi la justificative des innovations introduites dans la loi de finances gestion 2020. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, Tchega Yawa Digbodi, c'est un véritable soutien à l'élan de progrès et de prospérité du Togo. C'était donc la loi de finances, le vote de la loi de finances rectificative gestion 2019. Et la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que les 13e et 14e séances plénières de la deuxième session ordinaire de l'année auront respectivement lieu les samedis 21 et lundi 23 décembre 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. La situation sécuritaire au Togo, c'est le sujet qui a réuni membres du gouvernement et représentants de partis politiques hier, mercredi à Lomé. Ils ont échangé sur les événements malheureux du 23 novembre dernier. Lucassi pour le point de la rencontre.
il y a une procédure qui est engagée. Membres du gouvernement et représentants de partis politiques échangent sur l'actualité sécuritaire au Togo. Les événements malheureux du 23 novembre 2019 étaient le principal sujet inscrit à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 novembre? Les services de l'État, les services ont pu recouper certaines informations qu'un groupe d'individus composé de nos compatriotes, de certains de nos compatriotes à l'extérieur, étaient en train de tramer sur les réseaux sociaux. Ils ont créé une plateforme pour baptiser, une plateforme baptisée les Tigres de la Révolution. Les Tigres de la Révolution. Ils se sont donnés comme objectif déstabiliser les institutions de l'État. Déstabiliser les institutions de l'État et mettre en péril la sécurité de nos populations. Les services se sont intéressés à cette plateforme. Les services suivaient de temps en temps tout ce qui se passait sur cette plateforme. Et il s'est avéré que peu avant le 23 novembre, le fondateur de cette plateforme a encouragé, a incité, a invité tous les membres à se tenir prêts pour le 23 novembre. Pour le 23 novembre, déclencher une manifestation violente. Une manifestation violente pour compromettre la paix civile, pour compromettre la sécurité nationale. Sur cette plateforme, tous ceux qui adhéraient devaient prêter serment sur le Coran. Ne jamais trahir les objectifs de cette plateforme. Un des responsables qui a fixé la date du 23, date à laquelle il demande aux populations de ne pas sortir. Parce que la date coïncide à celle qu'ils ont choisie pour commencer leur opération de déstabilisation. Effectivement, ils sont passés à l'acte, ils sont passés à l'action le 23 novembre par l'attaque d'une patrouille de gendarmerie au niveau de l'échangeur, l'attaque d'un poste de gendarmerie à la station Total à Sokodé et l'attaque du commissariat du 7e arrondissement, le commissariat de police d'Agonivé. Dans leur objectif, il fallait bloquer la nationale numéro 1. Il fallait s'attaquer à tous les édifices publics, incendier les stations d'essence, résister aux forces de l'ordre par tous les moyens et au pire des cas, étendre le mouvement à une insurrection armée. Donc le 23 novembre, aux environs de 1h, 2h, une patrouille de la gendarmerie qui se trouvait au niveau de l'échangeur a été prise à partie. Bien avant la patrouille, il y a certains de nos compatriotes civils qui ont fait le frais de la folie de ce mouvement. Certains sont arrivés au niveau de l'échangeur, sans raison, ont vu les vitres de leur voiture saccagées. Certains ont vu leur véhicule incendié. J'ai dit la sécurité n'a pas de parti, parce que ceux-là qui ont été victimes de cette barbarie, de ces actes de vandalisme, Dieu seul sait à quel parti ils appartiennent. Donc, après avoir saccagé les véhicules de certains compatriotes, la patrouille de la gendarmerie qui était au niveau de l'échangeur a été alertée. Quelle n'a pas été la surprise? Ils ont été pris à partie avec des armes blanches. Je crois là où nous sommes, lorsque vous recevez un coup de couteau, la première réaction c'est de vous effondrer. Ça a été le cas, mais malheureusement ces individus ont récupéré les armes des gendarmes. Maintenant, armés de ces fusils d'assaut coréens, ils ont essayé de progresser vers la ville. Les premiers événements se passaient au niveau de l'échangeur. Après, ils ont évolué vers la ville. Il y avait deux gendarmes étaient de garde à la Banque Atlantique. Ceux qui connaissent Philo Park,
Juste à côté, il y a la Banque Atlantique. Ces gendarmes ont été également pris à partie. Leur armement récupéré. Peut-être galvanisés par ces premiers succès, ils se sont transportés vers le commissariat du 7e, le commissariat d'Agonibé, où ils ont ouvert le feu sur le commissariat. Il a fallu la riposte des policiers pour les faire battre en retraite. Parce qu'un de leurs responsables, je voulais dire au passage que ces individus, on leur a fait croire que les préparations mystiques dont ils ont subi les épargnent de tout. Et même lorsqu'ils croisent un militaire, ils demandent « donne ton arme », le militaire donne son arme sans se rendre compte. Mais il a fallu qu'un de leurs chefs tombe au niveau du commissariat, qui se rende compte que peut-être il y a aussi un danger. C'est ça qui les a amenés à se disloquer cette nuit-là. Au même moment, un autre groupe attaquait les gendarmes à Sokodé. Je disais les villes, ils ont ciblé certaines villes de notre pays. Il y avait la ville de Kwalimé, Lomé ici, la ville de Sokodé, Mango, Tchamba et Agné. Dans ces villes, des mesures de sécurité ont été prises. Quelle devait être la motivation finale? C'est pas 20 personnes qui font la guerre. Au même moment, à Sokodé, au niveau de la station Total, qui se trouve au marché de Sokodé, il y avait 2 gendarmes. Vers 3 heures, ces gendarmes ont été également agressés. Après ces actes, c'est vrai, ils ont commencé par fuir. Aujourd'hui, nous sommes à une trentaine d'interpellés. J'ai dit, la plateforme, elle est vaste. Des éléments de preuve saisis chez les personnes interpellées ont été présentés. Les membres du gouvernement ont été appelés à répondre à un certain nombre de préoccupations afin de lever tout équivoque. Vous avez montré tout à l'heure des images avec des personnes qui ne sont pas déguisées, s'il vous plaît. Ils sont identifiés clairement. Il y a un qui a juré sur le Coran, il y a l'autre qui est un ancien gendarme, donc un déserteur, et ils vivent dans un pays ami du Togo, puisque dans le cadre juridique, le Togo et la Belgique s'échangent des informations juridiques. Quelles sont les dispositions, aussi bien juridiques que diplomatiques, que le gouvernement togolais, depuis l'interpellation de ces gens-là, a engagé vis-à-vis du gouvernement belge? Il y a une procédure qui est engagée, certains ont été déférés devant la justice. La justice va faire son travail. La justice va faire son travail. Deuxième question, l'expertise. Je ne l'ai pas dit dans mon exposé, mais je tiens à vous dire que les armes arrachées aux gendarmes, à Lomé ici, ça fait 5, mais il y a une qui a été retrouvée. Donc il y a 4 AK-47 qui sont encore dans la nature. À Sokodé, c'est une AK-47 qui a été arrachée aux gendarmes, qu'ils ont blessé au bras. L'arme n'est pas retrouvée. Il faut ajouter à cela ce que nous avons vécu en 2017. Les armes qui ont été prises aux militaires le 19 août. Les armes qui ont été prises aux militaires le 18 octobre. Chez le ministre Agadazi, les militaires qui ont été égorgés. Ces armes n'ont pas été retrouvées. Lorsque nous parlons, les gens pensent qu'on raconte des histoires. Je dis, ces armes sont dans la nature. Et ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Mais si les gens pensent qu'ils vont garder pour s'en servir, peut-être ils peuvent commencer, mais ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin. Vous avez dit qu'il y a une plateforme qui a été créée, plateforme à laquelle vous avez eu accès, vous suiviez déjà toutes les informations sur la plateforme. C'est le premier élément. Alors, ces gens qui ont créé la plateforme ont décidé de déstabiliser les institutions. Alors, il y a eu de manière précise une date qui a été donnée. Donc ça veut dire que vous avez déjà des informations et on a donné une date précise que le 23 novembre, ils vont passer à l'action. Et ce qui nous a surpris et qui nous fait poser des questions, en matière sécuritaire, pourquoi vous avez déjà l'information, vous avez une date? Pourquoi des dispositions précises n'ont pas été prises pour quadriller, pour faire en sorte que ce jour-là,
il y a un déploiement spécial au niveau de la ville pour que finalement les gens qui veulent passer à l'opération n'aient pas cette liberté de passer à l'action. Pourquoi on a laissé faire, on n'a pas laissé faire? J'ai dit il y avait une patrouille de la gendarmerie. J'ai dit à la station Total à Sokoré, il y avait des gendarmes. Ils visaient les stations d'essence, on a désigné des gens pour garder les stations d'essence. Vous serez les premiers à me dire pourquoi vos gendarmes ont fait usage de leurs armes alors que les gens étaient armés seulement de couteaux. Les gendarmes n'ont pas eu tort de chercher à comprendre la motivation de ces gens en s'approchant d'eux. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on vous donne un coup de couteau, quelle que soit votre résistance, vous devez vous effondrer. Et vu leur nombre, c'est une patrouille qui était là-bas, sous l'échangeur. On ne va pas mettre toute la gendarmerie sous l'échangeur. En l'état actuel des procédures, il y a un certain nombre d'informations qu'il convient de réserver. Je voudrais simplement relever 2 ou 3 points rapides. Le premier, c'est celui qui a évoqué sur pourquoi on n'a pas empêché le 22, ce qui s'est passé le 22. Mais en réalité, si le ministre vous donne la liste des villes, il n'y avait pas que Lomé et Sokodé. Il y avait à peu près presque une dizaine de villes. Et dans la ville de Lomé, il n'y avait pas que Aguanivé et les autres. C'est-à-dire, pourquoi les autres points d'attaque qui étaient prévus probablement n'ont pas fonctionné? C'est parce que précisément le dispositif a été efficace. Et que là où ça s'est manifesté finalement, ça a été l'endroit où ça a été circoncis. Donc ce n'est pas parce que les forces n'ont pas été efficaces, qu'ils n'ont pas prévenu la chose, qu'ils n'ont pas anticipé, mais précisément, c'est un peu la même question qu'on se pose quand on demande quelle est la contribution des Nations Unies au maintien de la paix dans le monde. On dit il y a tous les foyers partout, mais qu'est-ce que le monde aurait été si les Nations Unies n'avaient pas été là? Ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas mesurable. Est-ce qu'à Palimé, il y aurait pu avoir quelque chose? Dans une autre ville ailleurs, est-ce qu'il y aurait pu avoir quelque chose? S'il n'y avait pas eu le dispositif qui avait été mis en avance. C'est vrai qu'on fonctionne ici sur quelque chose qui est localisé. Nous avons Sokodé, nous avons une petite partie de Lomé où le phénomène s'est passé, mais le territoire fait 56 000 km². Et si dans les autres endroits on n'a pas vécu ça, c'est probablement parce que dans ces endroits-là, le dispositif qui a été mis en place a été efficace. Je voudrais rassurer M. Akoli également. Juste son exemple, le simple fait de détenir des couteaux ne suffit pas bien évidemment à vous incriminer. Quand vous regardez tous ceux qui sont passés, il y a des points de convergence communs. Ce n'est pas le fait qu'ils aient des couteaux ou des gris-gris. Il y a beaucoup d'autres qui ont des gris-gris pour empêcher Bougbessi d'organiser les élections. Ça n'en fait pas d'eux des gens qui sont sur la plateforme là. Mais si vous êtes sur la plateforme, que vous avez des couteaux, que vous êtes partie du groupe, naturellement, même une aiguille dans votre maison, comme disait quelqu'un, suffit à vous mettre dans le lot. Parce que c'est un faisceau d'indices qui arrive à cela. Ce n'est pas le simple fait que vous ayez détenu. Sinon, il y en a qui ont des fusils de chasse chez eux. On ne les a pas arrêtés. Mais si vous vous retrouvez avec votre fusil de chasse sur la plateforme ou en lien avec les personnes qui sont, ou dans la même idéologie que les personnes, le faisceau d'indices convergents va nécessairement vous amener à rentrer dans le lot de ceux qui seront arrêtés. Et surtout en tant que parti politique, je crois que c'est cette forme d'indifférence à la souffrance des forces de sécurité et de défense. Quand on a eu le phénomène où on a égorgé 2 militaires, il n'y a pas eu beaucoup de voix pour s'insurger contre cela. Et il n'y a pas eu beaucoup de voix pour exprimer leur compassion, notamment dans les acteurs politiques, vis-à-vis des forces de sécurité et de défense. Depuis que cette histoire s'est passée, qu'on montre des images de cela, on entend les critiques sur les tabassages, sur les intrusions dans les maisons, mais personne n'a jamais dit à ces gens-là, nous partageons la peine que vous avez subie. On a montré des images, c'est réel. Je parle en général, je n'ai pas visé spécifiquement quelqu'un. Mais il n'y a pas beaucoup de voix qui se sont exprimées sur cette compassion. Et d'une certaine manière, vous imaginez si vous étiez en tenue, changeons de rôle 1 minute, et que votre corps est doigté systématiquement, que lorsque vous subissez en plus des violences, on vous accuse encore, c'est la double peine. Psychologiquement, comment vous pensez que ces corps-là peuvent le vivre? Nous sommes des responsables politiques. Et il me semble que d'une certaine manière, si nous ne compatissons pas à leur douleur, comment pouvons-nous les amener aussi à devenir un peu plus sensibles? Parce que nous les mettons sous stress d'une certaine manière. Il me semble qu'il est important que dans le discours politique que nous tenons, que nous ayons une certaine justice. C'est-à-dire à la fois les accusés quand ils ont tort,
mais aussi être compatissants quand ils sont victimes. Et à partir de ce moment-là, il me semble que nous aurons une position un peu plus juste et nous pourrons les encourager dans le travail difficile que ces forces l'amènent tous les jours. L'importance du sujet requiert l'apport de tous. Le ministre en charge de l'administration territoriale a attiré l'attention des acteurs politiques sur la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale. Nous avons voté des lois ensemble. Ce sont ces lois électorales que nous mettons en application dans les processus électoraux. Et il appartient au peuple togolais de décider s'il veut changer ou non. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait pas assez d'efforts et que c'est cela qui pourrait entraîner ceci ou cela. Alors moi je voudrais quand même me poser la question. La Constitution, la limitation a été débloquée je crois en 2002 jusqu'au 8 mai 2019. On n'a pas eu de tigres noirs dans cette période. Et le 8 mai 2019, la limitation des mandats est intervenue. C'est en ce moment-là que vous pensez que vous justifiez que des gens puissent intervenir parce qu'il n'y aura pas l'alternance. Il n'y avait pas de limitation de 17 ans. On n'a pas eu de tigres noirs. Aujourd'hui, il y a limitation de mandat. Et vous pensez que vous pouvez justifier cela? Non, soyons sérieux. Je crois que rien que cet exemple vous prouve que c'est autre chose que ces gens-là cherchent. Ce n'est pas de la démocratie, ce n'est pas l'alternance qu'ils cherchent au-delà du corps habillé. Au moins, engageons-nous à dénoncer la violence. La sécurité n'a pas de parti politique, il faut le comprendre vraiment pour que nous puissions avancer. Dans son rôle régalien, le gouvernement entend multiplier des initiatives pour la sauvegarde de la paix et la promotion des valeurs patriotiques, à en croire le ministre en charge de la sécurité. La paix mérite l'action concertée de tous. Et dans un communiqué, le ministre en charge de la sécurité dit ce qui suit. Les services de sécurité enregistrent ces derniers temps et de façon récurrente des plaintes de personnes victimes d'arnaques de toutes sortes commises par des individus utilisant divers stratagèmes pour les appâter. La plupart du temps, les auteurs de ces faits d'escroquerie se font passer pour certaines personnalités civiles ou militaires. Ils utilisent également les noms de certaines institutions de la République ou toute autre astuce pour se faire transférer parfois d'importantes sommes d'argent via les réseaux Flouze ou T-Money, soit en contrepartie de promesses de poste dans une administration, soit en alléguant un cas d'accident d'un proche ou en faisant miroiter une affaire alléchante avec un gain assuré. En ces périodes de fêtes de fin d'année et tenant compte de ce que ces formes d'escroquerie ne cessent de prendre de l'ampleur dans notre pays, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile appelle tous les concitoyens à plus de vigilance et de prudence pour ne pas tomber sous le coup des indélicatesses de ces individus sans scrupules. Par ailleurs, il invite toute la population et surtout les opérateurs de téléphonie mobile à une franche collaboration avec les forces de sécurité pour démanteler ces réseaux de malfrats qui devront répondre de leurs actes devant les tribunaux. Un communiqué signé du ministre en charge de la sécurité, le général de brigade Damham Yark. Le Togo multiplie des actions sur le terrain pour une transhumance apaisée. Celle de 2019 s'achève et le ministre en charge de l'agriculture, président du comité national de la transhumance, a rencontré à Blita les acteurs venus de tout le pays pour un bilan national, l'analyse des actions et les discussions des enjeux afin de s'accorder sur des orientations dans le contexte du déroulement du PND, le plan national de développement. Voyons cela avec Désiré à l'œil. 346 millions de têtes bovins, ovins et caprins sont mobiles dans l'espace Afrique de l'Ouest et Sahel. Au niveau du Togo, le gouvernement déroule des stratégies du jour au jour, développe une dynamique pour la bonne transhumance. Aujourd'hui, avec la mise en œuvre du plan national de développement PND, il est question de repenser la mobilité du cheptel. L'année de 2019, je pense que la transhumance a été très bonne parce que tout cela est parti de la sensibilisation et vraiment cela a apporté un bon fruit. Et cette année encore on va redoubler d'efforts
pour qu'il y ait une bonne transhumance. Sur le territoire togolais, la transhumance court du 31 janvier au 31 mai. À Blita, pour le compte de l'année 2019, tous les acteurs se sont retrouvés pour une analyse critique, discussion des enjeux et des dispositions, puis se donner des orientations pour globalement trouver davantage des solutions endogènes. Relançons la campagne 2020 avec cet acquis de 2019 qui a été un acquis très positif pour nous, mais dans un nouveau contexte, le contexte de rendre beaucoup plus, disons, positif la transhumance et non pas de la regarder comme un effet négatif sur notre production. Il est urgent, selon le ministre en charge de l'agriculture, de prendre conscience de la transhumance, travailler collectivement et se passer de l'individualisme pour son bon aboutissement. Mais ce qui est le plus important, c'est la vie de chaque Togolais. Et cette vie, c'est dans son insertion la plus large. Les citoyens doivent vaquer librement à leurs occupations et donc chacun qui mène une activité économique mérite d'être accompagné. Les éleveurs de gros bétail méritent d'être accompagnés et le gouvernement vous accompagne et va continuer à vous accompagner. Les agriculteurs méritent d'être accompagnés pour juguler les incidents et le gouvernement le fait et va continuer par le faire pour contribuer à l'émergence de cette économie-là. Gagner de l'argent pour faire évoluer l'économie nationale. Les acteurs s'attellent donc à œuvrer à la bonne gestion du cheptel, mettant toutes les dispositions en place pour une transhumance apaisée sans violence dans les communautés. Nous sommes jeudi, place maintenant à l'actualité sportive avec notre ami de tous les jeudis, Jean Kofi Edeni. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, le premier sujet de notre page des sports nous amène à Témédia, où l'édition 2019 du Challenge Interbataillon a été ouverte mardi dernier. Oui, Anita, et c'était précisément au camp du 3e régiment d'infanterie, une ouverture marquée par le match de ballon militaire remporté par le 2e bataillon vainqueur du premier sur le score de 6-5. Le résumé de la cérémonie d'ouverture avec Etienne Piotba. Défilé des 2 bataillons du 3e régiment d'infanterie de Témédia, démonstration de taekwondo et mot de lancement du colonel Takunyandi Alonyim, chef-corps du 3e régiment d'infanterie. Voici les 3 temps forts de la cérémonie d'ouverture de l'édition 2019 du Challenge Interbataillon. Cérémonie d'ouverture suivie du vif du sujet, le match du ballon militaire qui va opposer le 1er bataillon en vert au 2e en blanc. Duel entre frères d'armes du même camp qui sera dominé par le 2e bataillon, tombeur du 1er sur le score de 6-5. Mais au-delà du jeu et des challenges, la hiérarchie militaire dont fait partie le colonel Takunyandi Alonyim vise des objectifs précis. L'objectif visé par ce challenge interbataillon est de préparer nos hommes et femmes au prochain championnat militaire et paramilitaire, de consolider la cohésion entre eux, de renforcer les aptitudes opérationnelles des combattants que nous sommes et de développer non seulement notre valeur physique, mais également nos qualités morales. Des objectifs qui passent aussi par le respect des valeurs cardinales de discipline et de fair play. L'aspiration profonde de chacun d'entre vous est de gagner les coupes mises en jeu. Mais l'essentiel pour le commandement, c'est de participer et de créer l'ambiance de convivialité et surtout de pouvoir tirer profit de ces épreuves en recrutant de nouveaux talents afin de pouvoir faire face aux échéances militaires, paramilitaires et peut-être nationales. Et pourquoi pas internationales. C'est pourquoi je demande aux équipes participantes de tout mettre en œuvre pour que ce challenge se déroule dans le calme, la discipline et la sécurité. Sécurité sans laquelle ce challenge interbataillon qui se poursuit au camp du 3e régiment d'infanterie de Témédia ne pourra prendre fin à la date prévue le samedi 21 décembre.
Et Jean, c'est toujours mardi, cette fois à Lomé, que l'association des anciens footballeurs du Togo a été présentée à la presse. C'était au siège du Comité national olympique du Togo à travers un point de presse que cette association dénommée ASAFT, créée à la veille de la première participation du Togo à la Coupe du Monde Allemagne 2006, a été officiellement présentée. Récit Aflim Johnson. Chers collègues, bonjour. Il s'agira pour l'association des anciens footballeurs du Togo, ASAFT, portée sur les fonds baptismaux en 2006 et qui revenait de Saint-Cendre, de remobiliser ses membres en leur redonnant de la valeur et du respect, eu égard à tout ce qu'ils ont apporté au football national. Le message, c'est pour faire comprendre au public sportif togolais qu'aujourd'hui, dorénavant, il n'y a plus d'Amical 90, ASAFT étant l'association des anciens qui ont aujourd'hui le récépissé pour œuvrer sur le territoire national et nous avons essayé d'en avoir et le ministère nous faisait comprendre qu'il y a déjà une association. Donc c'était à partir de là qu'on s'est approché de nos grands frères et leur demandé leur avis et ils nous ont bien accueillis, très bien même. C'est pour cela que nous sommes là pour une remobilisation d'associations. La suite, ça serait de rendre compte aux autres membres de l'association et ensemble on va décider de la marche à suivre. Cette association, qui rassemble entre autres les anciens joueurs sur l'échiquier national et ceux de la diaspora, aura également le droit de vote au prochain congrès électif de la FTF le 25 janvier 2020. Et Jean, rendez-vous samedi. Rendez-vous samedi 13h45 avec Claude Ama pour Sport et Détente. Et nous, on se retrouve jeudi pour une autre page des sports. Et ainsi se referme cette édition, quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.